Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Bonjour, je suis scénariste de bande dessinée. J'ai commencé par faire pas mal de science-fiction et il semblerait que maintenant je sois plus catalogué comme un scénariste historique. Bonjour, je suis dessinateur de bande dessinée, de l'humour à l'historique, à l'aventure, au western. Et maintenant, je suis un petit peu réputé pour être celui qui dessine en bleu. J.D. Morvan et Dominique Bertaille, bonjour. 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 Et merci d'être avec nous à l'occasion de la sortie du 3e tome déjà de Madeleine Riffaut. On a forcément envie de vous demander, avant de parler du contenu de ce 3e tome, mais comment elle va? Vous qui êtes proche d'elle, elle a maintenant 100 ans, comment va-t-elle? Elle n'a pas voulu avoir 100 ans, vraiment elle faisait la bouille d'avoir 100 ans. Elle s'était mise un peu en stase et le soir, le lendemain de ses 100 ans, c'était exactement 2 jours après le 25 août, le jour des commémorations des 80 ans de la libération de Paris. Tout de suite, ça allait mieux, comme si elle avait passé un cap et qu'elle avait tellement pas envie qu'on lui dise en avance qu'elle avait 100 ans qu'elle nous avait un peu snobé. Et maintenant, ça va quand même mieux. Comment elle vit, elle, tout ce succès autour de cette bande dessinée? Elle le vit, elle nous voit arriver comme des gamins. Là, on est arrivé la dernière fois en lui disant « Ah, mais génial, Madeleine, on a vendu 100 000 exemplaires du tome 1, ça y est, qui sont sortis des stocks de chez Dupuis. » Elle peut nous répondre « Mais moi, les petits gars, en 74, j'ai vendu 1 million d'exemplaires de mon livre Les linges de la nuit. Donc à côté, on sera toujours des enfants, ça va. » Si on en revient à ce tome 3, dans le premier tome, on faisait, je vais résumer forcément en faisant des raccourcis, mais on faisait la connaissance de Madeleine, sa jeunesse, le début de la guerre. Dans le tome 2, c'était le début de son engagement. On terminait sur, alors attention spoiler pour ceux qui nous écoutent si vous n'avez pas lu le tome 2, mais je pense que oui, on terminait avec l'assassinat de ce soldat allemand. Et donc dans le tome 3, c'est les conséquences. Comment vous l'avez pensé ce tome 3? Et pour moi, vous me direz si vous êtes d'accord, j'ai l'impression que c'est le plus dur, en tout cas d'un point de vue graphique, parce que même s'il avait été question de viol dans un premier tome, là on est vraiment dans de la torture, on est dans des scènes assez difficiles. Ouais, on y reste longtemps en plus, c'est pas juste une scène comme ça, c'est les 3/4 de l'album. Ouais, on savait depuis le début qu'on allait y arriver et je pense qu'on a fait tous les albums d'avant pour en arriver là parce qu'on savait exactement ce qu'allait se passer et que tout ça a été préparé. Et c'était dur pour Madeleine de le raconter, même si c'est très présent dans sa tête, mais ça l'a forcé à ressortir encore des choses qu'elle n'avait pas imaginées et qui sont revenues à sa mémoire et qui étaient très dures. Moi, c'était assez dur de l'entendre, même si, comme je dis toujours, j'ai une sorte de fil de scénariste qui fait que quand elle me raconte des choses, ma première pensée, c'est comment je vais le raconter en bande dessinée, ce qui me protège d'une certaine manière. Et puis après, c'est Dominique qui a passé plusieurs mois à le dessiner, et ça devait être dur aussi. Ouais, ça a été assez dur, pas particulièrement fun à dessiner. Même s'il y avait pas vraiment, c'était pas du plaisir, mais c'était c'est autre chose, c'était de l'empathie. C'est vraiment une expérience de dessiner en ayant une telle empathie pour son personnage, entre guillemets, qui s'avère être Madeleine. Donc c'est un mélange entre à la fois Madeleine telle qu'on la connaît et un personnage qu'on recrée. Donc il y a une double empathie. C'était à la fois passionnant, en même temps douloureux. Je suis très content de l'avoir terminé. Je me rappelle d'un coup de fil de Madeleine au début de l'album qui m'a dit « Ah, écoute Dominique, j'ai tout raconté à Jean-David, dans tous les détails, mais toi il faut que je te raconte vraiment tout parce que tu vas devoir le dessiner. » Et là, pendant 3 heures au téléphone de tout dans les moindres détails, on a beau savoir un peu ce qui s'est passé, on sait pas vraiment non plus, quoi. Et là, ça a été assez dur. Donc, comme Jean-David, j'essaie de mettre un filtre à ça, à essayer de penser à l'envisager aussi comme du genre. Même si on sait que ça ne l'est pas, mais c'est une forme de protection. Et en faire un album de détention, c'est aussi un genre. On pensait avec Jean-David à Blueberry, où il y a un album de détention et d'évasion, à Comanche ou dans le cinéma. Enfin, mais ça protège pas tant que ça en fait, en vrai. Le but c'était de le dessiner le plus vite possible, d'une part pour que ça puisse sortir le jour de son anniversaire.
on commence à croire un petit peu à l'alignement des planètes, tous les trois. Et puis une manière aussi de le dessiner le plus vite possible pour pas y rester, et voilà, que ça s'est fait. On a essayé de le faire au mieux possible, mais on n'est pas mécontent d'arriver à l'insurrection et à quelque chose de plus épique, plus aéré et plus héroïque. Justement, je fais une parenthèse, mais vous disiez, on en fait un album de détention. Vous qui avez fait de la science-fiction, du western, tous les deux, est-ce que ça aide dans ces moments-là ? Est-ce qu'on arrive à mettre la même distance que quand on est dans une pure fiction ou pas du tout ? Ouais, je pense que la particularité de Madeleine Résistante de cette série, c'est de traiter la mémoire comme du genre. Ce qui n'est pas vraiment commun, je pense. Je m'en suis rendu compte en le faisant. Hein. J'avais pas fait attention à ça, mais ce qui est assez rare dans la thématique de la nouvelle bande dessinée de réalité, on va dire, de la non-fiction, où on a quand même beaucoup d'albums qui sont des BD un peu Wikipédia, je dirais, qui sont informatives, qui sont des modes d'emploi, beaucoup. En ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de BD modes d'emploi. Et puis quand il y a de la biographie, bah effectivement, on met une photo de quelqu'un qu'on a redessiné, puis on met un gros texte pour expliquer qui c'est. C'est pas une critique, c'est une manière de faire de la bande dessinée. Nous, c'est pas comme ça qu'on a voulu l'aborder. Dès le début, on est arrivé en se disant, on va faire une BD de genre, mais en utilisant l'histoire de quelqu'un qui vit vraiment. Et donc c'était ça, c'est notre métier, c'est tout ce qu'on a appris pendant des années qui nous a permis de le faire. Peut-être que, je dis des fois, peut-être que justement, moi, ce que j'ai fait avant, ça n'a servi qu'à m'entraîner à faire ça un jour, alors que je m'y attendais pas, ça, ou avec Ginette Kolinka, à connaître bien les artifices de mon métier, de comment on raconte pour pouvoir raconter des choses vraies et rendre hommage à des gens qui en valent vraiment la peine. Oui, moi, avant de travailler, avant que Jean-David me propose de travailler avec lui, j'avais en tête, j'essayais de monter un projet, de faire une BD d'aventure avec un héros, un vrai héros, parce que je sentais un manque un petit peu dans le cinéma, dans la littérature, dans la BD, de héros, dans le sens où c'est quelqu'un qui va vivre selon ses convictions et qui va essayer de progresser, de s'améliorer, de se transcender. Et que c'est le genre de personnage qui a complètement disparu, je trouve, du paysage de la fiction. Et c'est très dur à faire en fiction. Et là, par miracle, Jean-David me présente Madeleine et tout d'un coup, c'était une révélation. C'était une héroïne, une vraie héroïne qui allait complètement dans ce sens-là. Et donc forcément ça s'est raccroché à l'idée du genre, parce que c'est un héros ou une héroïne, ça va bien avec le genre aussi, donc ce genre-là lui convient bien à Madeleine, je trouve. Oui, puis pardon, excuse-moi, mais c'est un passage obligé aussi de presque toutes les grandes séries, parce qu'on parlait de Comanche, de Bloob, mais c'est aussi dans 13. Il y a toujours ce moment-là où le héros, il doit en prendre vraiment plein la gueule pour montrer que c'est le héros finalement. Et le fait que ça arrive vraiment à Madeleine, c'est presque étonnant de voir à quel point sa vie c'est du genre en fait. En fait, je me suis fait la réflexion, c'est que le genre vient de vraie vie, de gens en fait, que ça soit des récits bibliques qui se sont racontés au coin du feu et qui ont fini par créer un genre. Ou des récits de guerre qui deviennent des genres, mais on oublie les sources, et du coup, après, en faisant du genre, on peut avoir eu tendance à utiliser les clichés et à oublier la complexité du réel, les choses ininventables. Et oui, en fait, le genre, c'est pas péjoratif, le genre vient du réel, et là, on raccroche ce wagon-là en utilisant le genre pour le réel. Et Jean-David, vous parliez de Ginette Kolinka, j'en profite pour dire qu'elle est présente dans un autre de nos podcasts avec Aurore Domp, puisqu'elle avait fait 2 BD, et que voilà, si vous voulez aller l'écouter, surtout, n'hésitez pas. Dans ce tome, il y a notamment un personnage terrible, qui est le commissaire David. J'allais dire, comment on dessine un personnage qu'on ne peut pas aimer. Il y a plein d'auteurs qui disent on a besoin quelque part d'aimer ou de comprendre, comme les acteurs disent on a besoin d'aimer ou de comprendre son personnage pour l'incarner. Est-ce que c'est le cas, et comment on dessine et comment on scénarise un personnage aussi terrible ? Fernand David, je sais pas grand-chose sur lui, on sait pas grand-chose. On sait qu'il a été fusillé après la guerre, on sait que c'était un grand flic, mais un flic fasciste. On sait pas grand-chose, je pense que je l'utilise dès le début de la BD comme une source d'information. J'en fais un mec un peu cynique comme ça, qui attend son destin. Il sait que les Américains ont débarqué, il sait pas trop ce qui va lui arriver. Il me sert quand même à donner des infos au lecteur, ce qui est pas mal. Et après, je sais pas comment ces gars ont vécu ça. Je me suis juste basé sur le fait de dire, le gars est encore à Paris, il voit que les Américains ont débarqué, qu'ils sont en train d'approcher de Paris. Comment ils vivent ça ? Ils sont encore là ? Et qu'est-ce qui va leur arriver ? Comment ils voient les choses ? Donc voilà, ils se sont enfuis peu de temps après, mais là, il était là.
Donc il est aussi un vecteur d'information, c'est pas inintéressant d'avoir son point de vue aussi, le point de vue de l'autre côté, c'est-à-dire voilà. Et après, je l'ai traité comme je pouvais, avec le peu d'informations que j'avais, mais au moins il est utile dans l'histoire. Et après, j'avais une photo de lui, donc je me suis inspiré. Il y en avait qu'une, mais j'ai essayé d'imaginer sa vie. Et effectivement, il y a toujours besoin d'avoir de l'empathie pour les personnages, même pour les pires. Alors, pas de l'amour, mais de l'empathie. Et c'est vrai que dans la manière dont Jean-David le présente, c'est un loser. C'est pas un loser magnifique, c'est un loser pro, mais qui est aussi un pauvre type. Et il est courbé, il est face à son destin. Il y a forcément un petit peu d'empathie à un moment de montrer quelqu'un qui sait qu'il a perdu, en fait, qui sait d'ailleurs on le montre dans son bureau avec des cadavres de bouteilles de vin, qui peut pas faire machine arrière. Voilà, il y a une forme forcément. Je cherche toujours une forme d'empathie en le dessinant, quoi. Ouais. Dans le tome 2, il y a un moment où l'oncle de Madeleine lui dit qu'il a peur qu'elle finisse par se perdre. Comment elle ne s'est pas perdue ? Comment, quand on vit autant de violence, quand on voit le pire de la nature humaine, puisque voilà, elle se fait violer, elle se fait torturer, on va pas aller trop loin pour laisser aux gens le plaisir de découvrir, entre guillemets, plaisir de découvrir ce 3e tome, mais comment elle a fait, vous qui la connaissez bien, pour pas se perdre et pour voilà, continuer ce combat, continuer presque toute sa vie, en fait ? En fait, elle s'est perdue, tout simplement. Voilà, pas la guerre c'est terminé, mais la libération de Paris c'est terminé. Ses copains ils se sont barrés pour suivre les Allemands. Elle a pas pu suivre parce que c'était une gamine, fille, 20 ans, donc pas encore majeure, et en plus avec la tuberculose. Donc elle est restée là toute seule à Paris et finalement elle s'est paumée. Elle était pas loin du suicide. Elle réussissait pas à dormir, elle était en choc post-traumatique de tout ce qu'elle avait vécu, elle était pas loin de mourir. En plus, on le dit un peu, je pense, dans le tome 2, elle était devenue une voleuse professionnelle, une sorte de gangster qui vivait dans la clandestinité, même si c'était pour le bien, entre guillemets, elle faisait des choses qu'on doit pas faire, et donc elle était pas loin non plus, elle aurait pu aussi sombrer de ce côté-là. Donc elle était vraiment pas bien, et puis elle a rencontré le Messie, elle a rencontré, ou Dieu, elle a rencontré Paul Éluard. Et puis Paul Éluard, en fait, il l'a remis sur les rails de la poésie, de sa vie intellectuelle qu'elle avait commencé avant la guerre, et elle est devenue autre chose, quoi. Et donc elle était plus la Madeleine d'avant. Donc cette Madeleine-là, celle d'avant, elle s'est perdue définitivement, mais elle est devenue une autre Madeleine pleine d'empathie, justement, de ce qu'elle avait vécu. Et puis pendant 50 ans, elle a raconté la vie des autres au lieu de raconter la sienne, et je pense que c'est ça qui l'a sauvée. Vous disiez que c'est une question qu'on vous pose souvent en rencontre, mais ce lavis bleu, cette couleur bleue, cette teinte de bleu pour raconter cette histoire, comment vous en êtes arrivé à ça ? Oui, il y a toujours cette inquiétude du noir et blanc. C'est quelque chose qui fait peur, parce qu'on a toujours peur que ça vende moins, que les gens aient plus de mal à le lire. Mais en même temps, moi, j'avais pas cette inquiétude-là, parce que je constatais que les jeunes avaient aucune difficulté à lire du manga, que plein de grands best-sellers sont en noir et blanc, comme Tardy, comme Hugo Pratt, comme Satrapi, comme... Ça me paraît être plus proche du littéraire, en fait. Et c'est ma femme qui m'a beaucoup fait réaliser ça, parce qu'elle lit pas beaucoup de bande dessinée, et elle me dit que quand elle voit quelque chose en couleur, elle a l'impression que c'est du dessin animé. Elle voit pas la main du dessin. Et je pense que le noir et blanc a ce côté un peu plus littéraire. Et puis l'imagerie connective qu'on a de cette période-là est en noir et blanc aussi. Et puis je voulais pas... Dès le départ, je pensais à ces scènes de torture que je voulais absolument pas mettre en couleur, parce que ça aurait été parfaitement indigeste, proche du cinéma gore, ça aurait été insoutenable. Pareil pour l'insurrection, qui était en plein été, ça aurait été un Paris idéal, tout à fait glamour, qui correspondait pas du tout à la température ressentie par les gens qui y vivaient. Et donc je voulais pas mettre de couleur. Par contre, je voulais pas non plus un noir et blanc qui soit trop aride, quoi, parce que j'avais envie qu'il y ait quand même de la lumière, que ça soit lumineux. Et ce bleu-là, il est bien parce que quand il est à côté du blanc, il fait vibrer le blanc, il le rend plus lumineux. C'est un effet lumière de tungstène un peu, quoi. Et j'ai fait des tests un peu à les mettre sur Instagram et poster tout ça, et j'avais pas mal de gens qui me disaient elles sont bien les couleurs, quoi. Donc ça a été un argument qui m'a permis de vendre à l'éditeur en disant regardez, c'est de la couleur. Et maintenant
apparemment c'est assez acquis, c'est presque une marque de fabrique pour cet univers-là, quoi, cet univers de Madeleine. J'ai essayé d'en faire une illustration en couleur, et c'était le même dessin, mais avec de la couleur, ça marchait plus du tout. On reconnaissait plus du tout la lumière particulière de Madeleine. Jean-David a été tout de suite convaincu? Non, moi j'étais pas du tout convaincu. Parce que j'avais peur qu'on n'en vende pas assez, et c'est pas un truc mercantile, mais j'avais peur qu'on soit obligé d'arrêter la série parce que d'un coup ça sortait du cadre et que les lecteurs soient un peu rebutés, même si je trouvais les pages très belles, hein. Mais c'était pas la question, et je me disais merde, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas être obligé d'aller dire à Madeleine salut, on arrête, ça se vend pas assez, tu connais pas le monde de la BD, maintenant on va te le raconter, et voilà, et ça aurait été un crève-cœur, surtout que nous on avait en plus de raconter cette histoire de la guerre, envie de raconter son histoire d'après la guerre, donc ça c'était très important. Donc ce qu'on a fait signer avec Dupuis, c'était qu'une toute petite partie de ce qu'on avait envie de faire, et donc ça prenait une importance majeure. Alors heureusement, José-Louis Bocquet, notre éditeur, il avait eu cette idée de faire des cahiers, c'est-à-dire comme il voyait l'âge de Madeleine, il disait plutôt que d'attendre de faire un gros album, on peut lui faire en 3 parties. Et au début, ces cahiers-là, qui existaient dans l'arsenal de publication de Dupuis, vont été faits presque juste pour elle, pour qu'elle puisse avoir des livres entre les mains et se dire on n'est pas dans le vide, j'attends pas comme ça pendant 2 ans un gros livre. Et c'est vrai que quand ces cahiers sont arrivés, les gens disaient les couleurs sont belles, et Dominique m'avait dit tu verras, les gens ils réimagineront eux-mêmes les couleurs. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé à lire Les couleurs sont belles, je me suis dit c'est banco. Mais je pense que le travail que fait Dominique aussi de ce côté-là est pas vraiment un travail c'est bizarre dit comme ça de coloriste, mais presque un travail de chef opérateur d'un film, c'est-à-dire que c'est plus des lumières qui arrivent de quelque part, et les couleurs entre guillemets, le bleu en fait il illumine les cases ou il les assombrit, mais c'est pas je vais faire cette chemise là en bleu et puis le pantalon en bleu plus foncé et ce sera comme ça pendant tout l'album. Ça n'a rien à voir, c'est pas apposer des couleurs, c'est donner des ambiances colorées, et c'est complètement différent. Vous me tendez une perche, mais on se demande pourquoi ça n'a pas encore été adapté au cinéma. Parce qu'on n'a pas voulu. Donc déjà on a dû dire non. C'était une demande pour la télé, voilà. Donc on a dû dire non. Et puis parce qu'on est garant de la mémoire de Madeleine, et que si on fait quelque chose, il faut qu'on soit sûr qu'on puisse le contrôler du début à la fin, et ce qui n'existe pas a priori en cinéma. Donc, moi, je veux pas qu'un scénariste qui connaît pas la vie de Madeleine vienne raconter n'importe quoi, et sur cette base-là, vienne, par exemple, quand elle tue le soldat allemand, elle s'enfuit sur son vélo, vienne faire une poursuite avec des motards allemands, un peu comme dans la Grande Vadrouille. Ça, c'est pas possible, en fait. Donc, s'il se fait quelque chose, je pense qu'il faut que ce soit nous qui travaillons d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas qu'on ait le final cut. Vous dites on est garant de la mémoire de Madeleine, parce qu'il faut préciser que vous l'avez rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, mais qu'aujourd'hui vous êtes très très proche d'elle, tous les deux, vous en particulier, mais que votre fils, elle est sa marraine, enfin, il y a une rencontre humaine qui s'est faite, et que Madeleine, elle a 100 ans, donc évidemment elle ne sera pas éternelle. Je crois que vous avez déjà 6, 7, 8 tomes en tête que vous avez travaillé avec elle. Oui, parce qu'elle a tout à fait conscience de ça. Elle, à la fois, elle voulait pas qu'on lui dise qu'elle avait 100 ans, mais elle sait très bien aussi que la vie a une fin. Elle le sait d'autant plus que quand elle nous raconte la vie de ses camarades et de ses copains et tous les gens qu'elle a rencontrés pendant la guerre, les histoires se finissent toujours par « il est mort comme ça et je l'ai accompagné dans la mort jusqu'à telle période ». Donc pour Madeleine, la mort, c'est un vieux copain, un vieux compagnon. Donc elle se bat contre la mort, mais elle a vu tellement de gens mourir, et c'est normal à son âge, d'une certaine manière. Mais elle, en plus, il y a des circonstances différentes. Elle était au Vietnam sous les bombardements américains, elle a vu les gens exploser en 1000 morceaux. Enfin, la mort, c'est normal pour elle. Sauf qu'elle la refuse. Donc depuis le début, elle nous dit on va avancer, on va prendre de l'avance, on va travailler dessus. Allez, tiens, on va travailler sur le Vietnam, on va travailler sur l'Algérie. Donc effectivement, j'ai beaucoup de choses, mais rien ne vaut le moment où on se dit ça y est, on commence tel album à l'écrire, et raconte-moi tout ça dans l'ordre. Et voilà, j'espère que ça durera le plus longtemps possible. C'est vraiment l'incarnation de Scheherazade, Madeleine, c'est-à-dire qu'elle raconte pour retarder la mort, et raconter la tient en éveil, et l'envie d'avancer la tient en éveil. Et puis aussi c'était frappant de voir à quel point quand Jean-David est chez Madeleine, et les fois où j'étais avec eux, de voir qu'elle n'a pas envie que Jean-David parte, quoi.
et donc qu'elle raconte le mieux possible pour qu'il soit accro, et on est forcément accro quand elle raconte. Et donc c'est la vraie Scheherazade, c'est celle qui partez pas, je vais vous raconter des trucs incroyables, et ça décuple son talent de narratrice. Et voilà, donc toute cette histoire est liée à la mort, effectivement, constamment, sous tous ses aspects. Et c'est vrai qu'elle était souvent douloureuse. Moi, je l'ai connue, elle avait 93 ans, donc elle a des douleurs. Vu tout ce qu'elle a vécu, évidemment, elle a été fracassée. Donc, elle dit, mes vieilles blessures se réveillent, j'ai mal, quoi. Et donc, elle a mal souvent, elle a mal tout le temps. Je ne sais pas si je l'ai connue non douloureuse. Donc raconter, c'est aussi pour elle le moment d'oublier qu'elle a mal. Et donc je venais et on parlait des heures et des heures parce qu'elle me disait, quand toi t'es là, moi j'ai plus mal, en fait, j'y pense plus. Et donc ça c'est voilà, ça je pense que c'est hyper important. Puis un jour elle m'a dit, mais heureusement que t'es venu m'emmerder pour la BD, parce que je commençais à me faire sérieusement chier dans la vie. Donc d'une certaine manière, c'est aussi sa dernière vie. D'être devenue autrice de bande dessinée et de l'être devenue vraiment, parce qu'elle est pas juste, elle me raconte pas juste une histoire et moi je la mets en scénario. Il y a quelque chose de plus que ça, et c'est quand même assez incroyable d'être devenue ça. Mais je pense que surtout elle se cherchait un but, et à 93 ans elle avait plus vraiment de but. Elle s'emmerdait, et donc peut-être elle serait morte. Donc on peut quand même dire vraiment que on l'a fait un peu survivre. Donc on lui a aussi sauvé la vie, un peu comme Éluard à une certaine période. Même s'il faut dire, vous l'avez déjà raconté, mais qu'au début, la BD, elle y croyait pas du tout. Pour elle, c'était un truc de gamin. Et puis finalement, elle s'est laissée convaincre. Justement, vous parlez d'Éluard. Rainer, son pseudo de résistante, est en hommage à ce poète autrichien. C'est quelqu'un qui aime la poésie et qui écrit de la poésie aussi. Ça apparaît déjà dans les albums de bande dessinée, puisqu'il y a des extraits de ses poèmes, et je crois que vous travaillez même à un livre, un recueil de ses poèmes. C'est quelque chose de très important, la poésie, dans sa vie. Et ça l'a peut-être aidé à survivre, d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est sûr. D'ailleurs, on l'a montré dans le tome 3, c'était difficile à caser, mais on y arrivait, qu'elle se récitait des poésies dans les cachots, et Aubrac, Raymond Aubrac lui a dit, mais moi je faisais pareil. Donc ça montre aussi à quel point la poésie c'est important. Et là, je travaille sur un projet de l'adaptation d'Incendie de Wajdi Mouawad, d'une pièce de théâtre sur Béchara, une résistante libanaise. Et en fait, elle faisait pareil. Donc c'est quand même assez fou. J'ai retrouvé Madeleine au Liban dans les années 80. Donc ça c'est assez fascinant. Oui, je pense que la poésie à l'époque c'était ça, c'est Dominique qui dit souvent, c'est comme le rap ou le slam. Enfin c'est quelque chose de commun. Tout le monde lisait ou faisait des poésies, et ça aussi on l'a un peu oublié. Mais il y avait moins de manières de s'amuser. Donc la poésie c'était hyper important. Et pour elle, oui, c'est particulièrement important. Moi je suis assez fier qu'on ait vendu maintenant. Ça fait un peu présomptueux, mais d'avoir vendu quand même 100 000 bouquins du premier tome, avec sur la couverture une jeune fille qui a un livre de Paul Éluard dans les mains, quoi. C'est pas un flingue, c'est pas, elle est badass, mais elle lit de la poésie, et donc c'est quand même, c'est pas commun. Donc ouais, là, il y a de la fierté ici. Et puis mettre ses poèmes, c'était magnifique, et c'est elle qui les choisit, parce qu'on peut pas choisir la poésie à la place de Madeleine. Donc c'est vraiment ouais, c'est assez unique comme projet. Enfin, franchement, j'aurais jamais pensé qu'on en serait là. Et même si je l'espérais pas à ce niveau-là. Oui, c'était vital. Et puis, c'était même un instrument pour contourner la censure, notamment pendant la guerre. Parce que Madeleine raconte un petit peu qu'avec ses compagnons résistants, il lisait les revues clandestines de la résistance, et qui étaient évidemment avec des poèmes qui étaient évidemment signés par des pseudos, et ils essayaient au style de reconnaître qui avait écrit quoi, si c'était Éluard, si c'était Aragon, et puis l'occupant allemand censurait les textes, mais par contre la poésie, ils n'avaient pas forcément le réflexe d'aller le censurer, donc ça permettait de faire passer plein d'infos. Et donc c'était à la fois survivre en cellule, parce que la poésie a tendance à agrandir l'espace et à pouvoir survivre en cellule, et puis à la fois être des codes de combat aussi, et ce en quoi ça ressemble plus effectivement au rap ou et d'une certaine manière, Radio Londres, les messages qui passaient, c'était de la poésie, quoi. C'était tellement insondable, incompréhensible, c'était surréaliste, et c'est intéressant. Bon, et pour découvrir toute cette poésie et la suite de l'histoire de Madeleine, il faut donc se précipiter sur ce tome 3, publié toujours chez Dupuis. Chidé Morvan, Dominique Bertheil, c'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que vous êtes prêts ? Yes. Bah évidemment, parce que on n'a pas le choix. La première BD que vous avez lue?
Moi, ce sera pas la première BD que j'ai lue, mais c'est la première BD qui m'a donné envie de faire de la BD. C'est Métro Châtelet, direction Cassiopée, de Valérian. Donc voilà, mais moi, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée, et Pierre Christin en général. Donc c'est un album très important pour moi, puisque comme c'était un album à suivre, je suis allé j'ai découvert une librairie de bande dessinée à Reims pour demander la suite. Elle n'était pas sortie encore, mais j'ai découvert toute la BD qui se faisait à cette époque-là. Donc c'est le grand début. Et moi, il y a deux albums. Il y a d'un côté Lucky Luke, que je lisais tout petit, et puis d'un autre côté, ce que me lisait ma grand-mère, c'était Matsun Morris et Little Nemo, et la BD américaine, des éditions qu'elle avait quand elle était petite en 1900, mais j'avais pas compris que c'était de la bande dessinée. Je faisais pas le rapprochement. Donc il y a ces deux pans-là de la bande dessinée que j'ai eu en même temps, bien avant de savoir lire. Quelle est selon vous la meilleure BD de tous les temps? Ah, le Garage hermétique pour moi, je pense. Et moi, sans doute les Watchmen, ouais. La plus belle couverture de bande dessinée? Les Phalanges de l'Ordre Noir. La jeunesse de Blueberry. La plus belle case de bande dessinée? Il y en a beaucoup, des cases. Ça c'est dur, ça. Ouais, c'est dur, Peut-être peut-être Kaneda sur sa moto au tout début d'Akira. Ouais, ça quand même, avec les motos qui tournent, avec les lumières des feux arrière là qui tournent comme ça c'est quand même balèze. Ça tabasse. Il y a des cases de pages du dimanche de Crazy Cat qui me hantent encore. Les versions qu'il a colorisées quand il faisait des cadeaux à ses amis, qu'il a colorisées à l'aquarelle. Là, il y a quelques cases fabuleuses, quoi. Quel est votre personnage de BD préféré? Oh, moi c'est Blueberry. Mais je reviens toujours à lui, c'est terrible, mais lui, il m'a accompagné tout le temps. Et moi, c'est sans doute Daredevil, mais ceux de Frank Miller et de Mazzucchelli, je pense. Cette période-là de Daredevil, je pense que si j'ai fait un Wolverine, j'ai eu de la chance. Si j'en avais encore plus, je ferais bien un Daredevil un jour. Quel est votre personnage de BD détesté? No comment. Je sais pas, je connais pas leur nom, mais les personnages de Marceau, peut-être? Je sais pas, j'efface de ma mémoire les trucs que j'aime pas. Est-ce que vous écrivez ou dessinez dans le calme ou en musique? Moi, devant la télé. C'est ce que je rêvais de faire. C'est pour ça que j'avais rêvé d'être marinier, parce que j'avais visité gamin une péniche et je voyais que le gars, il avait une télé, donc en travaillant, faut dire que c'est pas très sportif. Donc j'avais rêvé de ça, et donc je suis devenu scénariste de BD et je travaille devant la télé, et il se trouve que Pierre Christin, justement, m'a dit qu'il faisait pareil, donc j'avais été un peu validé. En musique, une musique assez speed d'ailleurs, pour réveiller tout le temps. Speed et terré. Couleur ou noir et blanc? Pour moi, les deux, c'est pas ça dépend du récit qu'on raconte. J'ai pas vraiment de préférence. Les deux selon le récit, ouais. Noir et blanc. J'aime bien quand le dessin raconte tout avec un trait. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de bande dessinée que vous nous conseilleriez et qu'on ne connaîtrait pas forcément? Mr. Kern, que je vous conseille fortement, qui a fait un album au Requin Marteau, qui est un très grand graffeur, un très grand peintre, et qui est assez dingue. C'est dur, parce que je lis quand même beaucoup de trucs, donc qui est-ce qui serait vraiment... Miguel Villa, ouais, qui a fait Padovaland chez Presque Lune, par exemple, et qui est vraiment un auteur italien formidable, dont j'adore les histoires complètement dingues, et sa manière de raconter aussi en déstructurant les pages d'une manière fabuleuse. Ouais, j'adore cet auteur. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir joué le jeu. Eh ben merci bien. Avec plaisir. J.D. Morvan, Dominique Bertaille, et donc j'invite nos auditrices, nos auditeurs à lire, notamment parce que vous avez fait aussi plein d'autres choses, mais ce Madeleine résistante, alors le tome 3 vient de sortir, et c'est toujours publié chez Dupuis. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.